Il peut être dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais être l'ami de l'Amérique est fatal. C'était l'évaluation brutale de la politique étrangère américaine par Henry Kissinger, et aujourd'hui, l'Ukraine la prend à ses dépens. Le revirement de Trump sur l'Ukraine a suscité des interrogations en Europe et même en Amérique elle-même. Autrefois fervent partisan de l'envoi d'aide militaire à Kiev, il semble maintenant désireux de conclure un accord avec Moscou, un accord qui laisserait l'Ukraine en plan. Sans porte fermée, l'équipe de Trump aurait offert aux Russes des concessions substantielles, y compris le territoire ukrainien, l'allègement des sanctions, le retrait des troupes américaines d'Europe de l'Est et l'interdiction pour l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Et alors que les négociations sont toujours en cours, la Russie a offert peu en retour. Ce revirement soudain pose la question, pourquoi Trump cède-t-il autant ? Que voit-il dans un accord avec Poutine qui justifie l'abandon de l'Ukraine ? Un pays qui a autrefois reçu un soutien bipartisan inébranlable. Est-ce un véritable changement stratégique ou simplement des négociations imprudentes ? Pour comprendre les objectifs de Trump, il faut analyser la situation globale. Ce que vous ne voulez absolument pas, c'est que la Russie intervienne. Eh bien, je vais devoir les désunir et je pense que je peux aussi le faire. C'est Trump qui prévoit son approche dans une interview d'octobre 2024. La guerre en Ukraine a duré plus longtemps que beaucoup ne l'avaient anticipé. Elle a eu un impact sur les ressources et l'attention des États-Unis. Trump et ses conseillers en sécurité voient la nécessité de changer de priorité, estimant que Washington devrait se concentrer sur la contenance de la Chine, plutôt que de s'engager dans des conflits sans fin en Europe de l'Est. À bien des égards, la politique de Trump envers la Russie reflète une ancienne stratégie de la guerre froide, conçue par nul autre que Kissinger lui-même. La logique derrière cela est simple, si deux de vos ennemis sont proches, éloignez-en un. Cela a fonctionné dans les années 70, quand les États-Unis ont courtisé la Chine pour isoler l'Union des républiques socialistes soviétiques. Trump cherche désormais à inverser la situation en se rapprochant de la Russie pour contenir la Chine dans le futur. Même dans cette optique, l'Ukraine est devenue un pion, prêt à être sacrifié sur le grand échiquier. C'est ainsi que ça se passe en géopolitique. Certaines alliances durent, seulement jusqu'à ce qu'une meilleure offre se présente. Bien sûr, la Russie et la Chine savent parfaitement ce que Trump essaie de faire. En prévision, Pékin est maintenant dans une offensive de charme de son propre chef. Elle souhaite renforcer la coordination avec la Russie. Elle accueille des pourparlers nucléaires et organise des exercices navals conjoints, tout en promouvant les produits russes chez elle. Pendant ce temps, plus de pétrole russe a été importé en Chine que jamais auparavant, et le commerce entre les deux a atteint un nouveau record. Mais beaucoup de ces événements sont aussi quelque peu artificiels. Prenez l'histoire de la Chine et de la Russie, renforçant la coordination dans les affaires internationales. Cela semble raisonnablement objectif au début, mais lorsque vous regardez la propriété des sources, 54% proviennent de sources gouvernementales. Donc oui, beaucoup de choses se passent en même temps. Les détails sur le plan de paix de Trump pour l'Ukraine sont rares. Les diplomates américains et russes ont révélé peu de choses sur l'étendue et la portée des négociations. Tout ce que nous savons, avec certitude, c'est que les pourparlers ont lieu pendant la phase la plus dangereuse de la guerre en Ukraine. Des précisions sont nécessaires. En novembre 2024, l'administration Biden a autorisé Kyiv à utiliser des missiles à longue portée contre des cibles à l'intérieur du territoire russe, reconnu internationalement, y compris les Atacms fabriqués aux États-Unis et les missiles Storm Shadow fabriqués au Royaume-Uni. L'Ukraine a mis ses armes à profit, touchant des cibles à Bryansk et Koursk. Ces attaques mettent le Kremlin sur les dents, non pas à cause des dégâts qu'elles infligent, mais à cause du mépris de l'Amérique pour la dissuasion nucléaire de Moscou, ce que les Russes ont communiqué à maintes reprises. Poutine, par exemple, a déclaré que les forces ukrainiennes ne peuvent pas utiliser des armes comme les Atacms et Storm Shadow sans l'aide technique du personnel de l'OTAN. Ainsi, du point de vue russe, lorsque l'Ukraine utilise ces armes, c'est comme si l'OTAN elle-même attaquait la Russie. Alors que les Atacms ont été utilisés contre des cibles en Crimée, sans grande riposte, frapper des cibles à l'intérieur des frontières continentales de la Russie est une escalade. Ainsi, en réponse à ce qu'il perçoit comme une agression de l'OTAN,
le Kremlin a publié une nouvelle doctrine nucléaire en novembre 2024 qui abaisse le seuil d'utilisation des armes nucléaires. Cette nouvelle politique facilite l'utilisation par les Russes d'armes nucléaires contre des pays non nucléaires comme l'Ukraine. La Russie a tiré un missile pouvant transporter une charge nucléaire sur une base militaire à Dnipro, en démonstration de force. Les dégâts étaient relativement mineurs, donc le missile n'avait probablement pas de charge utile et servait plutôt de démonstration de la détermination de la Russie. Plus tard encore, en février 2025, les Russes ont utilisé un drone avec une ogive à haute explosion pour frapper l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, ce qui a endommagé son bouclier de radiation, bien qu'il n'y ait eu aucun signe de fuite de radiation. Quoi qu'il en soit, ces incidents montrent les risques nucléaires croissants et la nécessité de négocier un cessez-le-feu. C'est pourquoi Trump est pressé de conclure une sorte d'accord avec Poutine, un accord où l'Ukraine céderait du territoire, des ressources et sa souveraineté à la Russie. En retour, Trump espère que Poutine s'alliera à lui contre un adversaire beaucoup plus grand et plus puissant en Extrême-Orient. Aussi calculée qu'elle puisse paraître, la politique de division et de conquête de Trump envers la Russie et la Chine découle d'une mauvaise interprétation du passé et d'une incompréhension du présent. La politique trilatérale de Kissinger a réussi pour deux raisons. Premièrement, au moment de son voyage secret en Chine en 1971, Moscou et Pékin étant déjà des ennemis acharnés depuis des années. Et la Chine cherchait à améliorer ses relations avec l'Amérique comme contrepoids à la puissance soviétique. Deuxièmement, à l'époque, Moscou voulait rétablir les liens avec Washington pour réduire la pression de la course aux armements avec l'Amérique et son impasse avec la Chine. Avance rapide à aujourd'hui, et les dynamiques ont changé. Aucune de ces conditions passées n'existe maintenant. Certes, la Russie et la Chine ne sont pas des âmes sœurs idéologiques, mais elles sont des partenaires stratégiques. Ils partagent un mépris mutuel pour l'hégémonie américaine, et ont trouvé un moyen de travailler ensemble sur la base d'intérêts communs. Et c'est suffisant. Pour plus de contexte, la Chine est devenue progressivement le plus grand partenaire économique de la Russie, suite à l'annexion de la Crimée en 2014 et aux sanctions occidentales qui ont suivi. La guerre en Ukraine a ensuite cimenté cette relation. Alors que les États-Unis et l'Union européenne appliquèrent des sanctions encore plus sévères, la Russie en est venue à dépendre presque entièrement de la Chine. Le commerce entre les deux a grimpé en flèche. Au cours des 2 dernières années, par exemple, la Russie a obtenu environ 40% de ses importations de la Chine et a envoyé plus de 30% de ses exportations là-bas. La coopération économique s'est également intensifiée, avec des exercices conjoints et des mécanismes de partage de renseignements désormais fermement en place. Les deux se complètent mutuellement dans leurs lacunes stratégiques. La Russie est une source abondante de ressources naturelles et a fourni à la Chine de l'énergie bon marché et des transferts de technologies. Pendant ce temps, la Chine est une puissance industrielle et a offert suffisamment de soutien économique pour maintenir la Russie à flot dans sa guerre contre l'Ukraine. En combinant leurs atouts, Moscou et Pékin pourraient bien dominer l'Eurasie, ce qui est précisément ce que l'Amérique craint le plus. Certes, la Russie n'aime pas jouer les seconds rôles face à Pékin, mais elle reconnaît le soutien économique que la Chine lui apporte, surtout depuis qu'elle a été coupée de nombreux marchés financiers mondiaux. De plus, alors que le pouvoir et l'influence de Pékin continuent de croître, la Russie voit cela comme une opportunité de tirer parti de son alliance pour maintenir son influence géopolitique dans un monde multipolaire. Ainsi, le pivot de la Russie vers la Chine n'est pas seulement une réaction à la politique américaine, il fait partie d'un réalignement plus large de l'ordre mondial. Aujourd'hui, le partenariat avec la Chine est devenu un impératif stratégique pour la Russie, et ses dirigeants actuels ne voient pas aucune alternative à cela. L'objectif de Trump de retourner la Russie n'est pas seulement théorique, il a déjà été évoqué auparavant. Pendant son premier mandat, Kissinger aurait encouragé Trump à améliorer les relations avec Moscou pour contrebalancer la montée de la Chine. Mais la réalité s'impose ici. La guerre en Ukraine a rendu presque impossible toute réinitialisation américano-russe. L'Occident a imposé de lourdes sanctions à Moscou,
et les Européens voient la Russie comme un danger existentiel. Donc, si Trump veut diviser la Russie et la Chine, il doit faire à Poutine une offre qui dépasse ce que Xi fournit. Et en ce moment, c'est une tâche ardue. Pékin offre un soutien économique, un appui diplomatique et un secteur technologique en pleine croissance dont la Russie a désespérément besoin. Cela ne veut pas dire que les États-Unis n'ont rien à offrir cependant. Au contraire, l'équipe de Trump serait en train de négocier le retrait des troupes américaines des pays de l'OTAN, qui ont rejoint après 1990, y compris la Pologne, la Roumanie, les pays baltes et d'autres. Du point de vue russe, l'expansion vers l'est de l'OTAN à sa porte est une menace pour sa survie, et le Kremlin ne souhaiterait rien de plus que le départ des troupes américaines. En 2022, les États-Unis ont plus de 100 000 troupes en Europe, avec 10 500 troupes stationnées en Pologne, 4 000 en Lituanie, 1 700 en Lettonie, 2 200 en Estonie, 2 100 en Slovaquie, 800 en Hongrie, 3 300 en Roumanie et 900 en Bulgarie. Si Trump persiste avec le retrait des troupes américaines, cela devrait être interprété comme une tentative de courtiser la Russie dans le but de contenir la Chine. Cependant, les relations entre Washington et Moscou sont à leur plus bas niveau. Le recul du flanc et de l'OTAN pourrait ne pas être suffisant. Cela explique alors la récente fermeture de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Depuis la fin de la guerre froide, la promotion de la démocratie via l'Agence des États-Unis pour le développement international est un pilier de la politique étrangère américaine. Les institutions et organisations soutenues par l'Agence des États-Unis pour le développement international ont fréquemment et publiquement critiqué la Russie et la Chine pour leur manque de démocratie, mais les deux ont toujours ressenti cette rhétorique comme une violation de leur souveraineté. Donc, en fermant l'Agence des États-Unis pour le développement international, Trump cherche à faire une autre concession à la Russie. Plus de promotion de la démocratie à partir de maintenant, ce qui signifie réduire le soft power américain dans certaines parties du monde. Ces deux concessions majeures, la dégradation du flanc et de l'OTAN et l'arrêt de l'Agence des États-Unis pour le développement international, s'ajoutent au sacrifice par Trump du territoire, des ressources et de la souveraineté ukrainienne. Donc, ce que Trump négocie essentiellement, c'est de redessiner l'ordre mondial. Il fait de la place pour les Russes, afin qu'ils rejoignent les Américains pour encercler la Chine. Il est essentiel de comprendre ce cadre, sinon rien de ce que fait Trump n'aura jamais de sens. Même ainsi, il est discutable que les Russes mordent à l'hameçon. Contrairement à l'époque de la guerre froide, où les clivages idéologiques créaient des divisions politiques, le monde d'aujourd'hui est façonné par l'interdépendance économique. Bien sûr, la Russie acceptera volontiers des concessions de la part des États-Unis, mais il y a peu de raisons de croire que les Russes réciproqueraient de manière significative, encore moins qu'ils fassent un virage à 180 degrés et deviennent soudainement hostiles envers Pékin. La Chine s'est avérée être un allié irremplaçable. Un autre point à considérer est que, même avec les concessions successives de Trump, Poutine sait que ce sera le dernier mandat de Trump. En revanche, Poutine prévoit de rester au pouvoir bien au-delà de 2029, mais d'ici là, un nouveau président américain pourrait prendre le relais et annuler l'accord avec lui. Pour le Kremlin, cela rend tout accord avec Trump faible au mieux. Pendant ce temps, les relations avec la Chine sont stables, prévisibles et trop précieuses pour être remplacées. Présenté de cette manière, l'accord de paix de Trump avec la Russie semble à courte vue et peu probable de fonctionner comme il l'espère. En fait, Trump est plus susceptible de nuire aux intérêts américains dans le processus. Les concessions à la Russie se feraient au détriment de l'aliénation des alliés de l'OTAN, dont beaucoup voient la Russie comme une menace à long terme. Si les pourparlers avec Poutine échouent, Trump aura perdu plus qu'il n'avait au départ. Sa rhétorique endommagera le soft power américain dans son ensemble et laissera les Ukrainiens et les alliés de l'OTAN se sentir trahis. Le coût de ce pari sera sévère, à tel point que le prochain président aura du mal à réparer ses ponts brûlés. En géopolitique, comme dans la vie, le pire péché est de se détruire et de se trahir pour rien. J'ai été votre hôte Shirvan de Caspian Report. Merci pour votre temps et Sawal.